tekan mi tekan hamrayitin Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Que fait le nouveau gouvernement installé depuis 2 semaines? Que fait ce gouvernement dit d'attaque pour redonner l'espoir aux jeunes? L'immigration clandestine encore et toujours. Combien sont morts en mer ces dernières semaines? Près de 500 selon des associations et des organismes indépendants. Le gouvernement dément sans donner de chiffres. L'État sénégalais qui n'a pas fait le deuil de ses victimes de l'immigration irrégulière. Alors l'opinion a pris ses responsabilités en observant un deuil national avant-hier vendredi. Qu'en pense notre invité Abdoulatif Coulibaly? Bonjour. Bonjour Babacar. Vous êtes le nouveau ministre secrétaire général du gouvernement. En fait, vous revenez au poste puisque vous avez déjà occupé ces fonctions dans le passé. Votre réaction à ce deuil national non officiel, mais observé par une partie de l'opinion, un hommage aux victimes de l'immigration clandestine, ces Sénégalais qui ont perdu la vie en mer en tentant de rallier l'Europe dans des embarcations pas forcément adaptées. Bonjour Babacar, vous me permettrez d'abord de saluer vos auditeurs et je crois téléspectateurs. Je suis d'abord très peiné et touché par les nombreuses victimes qui sont décomptées, parfois on ne peut pas les décompter malheureusement. Mais pour votre question, je constate simplement que ces Sénégalais qui ont décidé de faire ce deuil sont dans un pays de liberté et qu'ils ont exprimé comme cela leur paraissait normal de le faire. Je n'ai vraiment pas de remarques particulières à faire par rapport à ça, sinon que de prier avec eux pour le repos de l'âme de ces jeunes qui sont perdus et à jamais. Alors, pourquoi les nombreuses initiatives, ça on y revient, les politiques de l'État, Abdoulatif Coulibaly, quels sont d'abord? Mais alors, quels sont les chiffres du gouvernement sur cette nouvelle vague de voyages clandestins vers les côtes espagnoles notamment? Quel que soit le gouvernement au monde qui fait face à des situations pareilles, vous n'êtes pas en mesure de décompter et de dire voilà le nombre de partants et voilà le nombre de morts. Et c'est tout à fait normal et logique, parce que dans toutes les embarcations de cette nature, comme dans les voyages en avion, il faut un manifeste de bord. Il faut savoir le nombre de personnes qui étaient à l'intérieur. Il faut avoir le repérage. Ils partent en clandestinité et personne ne fait de manifeste. Il est évident que personne ne peut savoir le nombre de personnes qui est parti et encore moins le nombre de victimes. Et cela se constate dans tous les pays du monde. Il n'y a pas d'exception à ça. Ce n'est pas une incapacité, mais c'est une impossibilité. Parce que simplement, ceux qui partent n'avertissent pas. Ils se cachent pour partir, ils sont traqués par des patrouilles maritimes et par des patrouilles aériennes. À partir de ce moment, il n'est pas possible, je dis c'est une impossibilité matérielle d'avoir le nombre de personnes parties pour savoir le nombre de personnes mortes. Les services de l'État ne peuvent pas aller auprès de ces zones de départ, utiliser divers instruments pour savoir... Ce n'aurait pas été la clandestinité alors. Si c'était dans des lieux futés, dans des lieux connus, on les traque pour savoir où ils sont. Vous savez, parfois il est très facile par le bout de l'émotion et par la nécessité de faire du sensationnel, de dire des choses de cette nature. Oui, le gouvernement est incapable d'aller savoir qui peut au monde et quel gouvernement. Et les gouvernements les plus renseignés au monde ne sont pas capables de vous dire le nombre de morts dans des circonstances pareilles. Je crois qu'il faut revenir à des proportions beaucoup plus objectives et plus réalistes pour parler de cette question plutôt que de faire dans l'émotion qui traduit. Je peux comprendre que ça traduise un sentiment profond de regret, de malheur, de tristesse, mais s'abstenir quand même de vouloir faire des critiques qui ne peuvent en aucune façon être fondées par rapport à ça. Mais le gouvernement a la responsabilité de la vie de tous les Sénégalais, où qu'ils se trouvent.
ses responsabilités, elle doit l'assumer en toutes circonstances. Mais elle peut l'assumer, elle ne peut l'assumer qu'avec le concours de tous les citoyens du pays, sans exception. Ce démenti du gouvernement, par exemple, Abdoulatif Coulibaly, sur cette pirogue qui a pris feu au large de Mbour. Le IM, qui, dans son communiqué, affiche le nombre de 140 morts. L'OIM n'a aucune base de certification, aucune base. Ils n'ont pas de navire. C'est une branche de l'ONU qui dispose peut-être de ces leviers. C'est l'ONU qu'on va s'émouvoir parce que c'est l'ONU. Mais l'ONU utilise tout le temps les moyens des États parce qu'ils ne disposent pas de moyens pour le faire. Ça peut impressionner peut-être certains, mais pas moi par rapport à ça. Pour avoir pendant longtemps, en tant que consultant, servi dans les rangs de l'ONU et dans des zones de guerre catastrophiques où l'ONU s'en réfère aux moyens des États. Vous voulez dire que l'ONU a fait preuve de légèreté sur cette... sûr, comme il l'a souvent fait dans beaucoup de cas. Oui, et je l'assume. Abdoulatif Coulibaly, notre invité devant le grand jury d'RFM, pourquoi le président Macky Sall n'a-t-il pas pris la parole ici pour se prononcer sur ces drames de l'immigration clandestine? Pourquoi a-t-il préféré attendre d'aller jusqu'en France, au Forum de la paix de Paris, pour dire un mot sur la question? Mais je suis vraiment désolé pour nos journalistes de votre acabit de dire ça. Combien de fois le président de la République a pris la parole? Et combien de fois les... Je parle de ces drames enregistrés récemment. Avec condoléances à la nation et en conseil des ministres. Et dans un communiqué. Je parle de prise de parole publique. Je suis très clair, Abdoulatif Coulibaly. Je parle de prise de parole publique. La prise de parole publique, ce n'est pas l'écrit. La prise de parole publique, elle se décline par l'écrit et se décline par la parole vive. Il l'a fait dans un tweet, plusieurs tweets. Pourquoi il ne l'a pas fait dans la parole vive, Latif Coulibaly? En conseil des ministres, il ne l'a pas fait. Ce n'est pas une audience publique, le conseil des ministres. Le ministre de l'Intérieur, l'ancien ministre de l'Intérieur l'a fait, et de façon remarquable d'ailleurs. Quand je prends la parole, je la prends au nom du gouvernement du Sénégal et au nom du président de la République. Maintenant, ça est une chose de dire, le président a parlé par les biais de ses ministres, ce qui est notre responsabilité, on le fait. Ça est une autre de dire, il n'a pas pris la parole. Voyez-vous, Babacar, il faut que dans nos analyses et dans nos passions, qu'on sache garder raison. Et qu'on puisse analyser de façon froide. Dans les analyses, pourquoi le président public, il n'a pas pris la parole de façon vive? Ce n'est pas une analyse. Alors, mais je vous recommande de demander au président de l'appeler ici pour qu'il vous réponde à sa question. Vous êtes un de ses collaborateurs proches, censé lui dire comment on s'adresse à un peuple qui fait face à des drames comme ceux qu'on vient de connaître. Vous savez, j'ai envie de vous dire quoi? Pourquoi Youssou Ndour n'a pas pris la parole? Est-ce que vous êtes capable de me le dire? Pourquoi? Youssou Ndour, lui, n'a pas pris la parole pour le dire. Il est président de la République, non? Non, mais il est quand même une personnalité importante dans le pays. La voix comparer le président de la République... Juste pour vous dire la boutade, c'est vous dire que si votre patron ne vous dit pas pourquoi il n'a pas pris, vous ne pouvez pas le dire. On parle du président de la République. Désolé, on parle du président de la République. Mais même si on en parle, c'est une clause de style, de figure pour vous expliquer l'incapacité dans laquelle vous êtes de me dire pourquoi il n'a pas pris la parole. C'est la même qui m'habite aujourd'hui. Si vous voulez maintenant forcer pour me faire dire ce que le président ne m'a pas dit, mais alors vous êtes en train de tromper vos auditeurs. Et vous ne voulez pas ça. Parce que ce n'est pas une faute de communication que de ne pas s'adresser de façon vive. Je ne sais pas ce qu'est une faute de communication. Si vous me l'expliquez, je réponds. On ne va pas être là dans ce détail-là, Abdoulatif Coulibaly. Le propos, il n'est pas ambigu. Pourquoi le président public... Pourquoi le président public... Je vous réponds de façon nette. Moi, je ne peux pas vous dire pourquoi le président de la République n'a pas pris la parole à la télévision pour le dire. Je peux vous dire, le gouvernement, le président, ils ont pris la parole, soit par l'écrit, soit par les ministres eux-mêmes. Mais vous voulez me faire dire ce que je ne sais pas. Vous aurez trompé vos auditeurs dans ce cas. Et vous n'êtes pas là pour les tromper. Vous êtes là pour les informer. Vous voulez que je vous dise quelque chose que je ne connais pas. Je vous dis, je ne sais pas. Vous voulez quand même que je me prononce. Mais là, allons-y alors. Vous n'êtes plus là pour informer vos auditeurs. Très bizarre. Vous êtes là pour les tromper. Très bizarre. Ah ben, pourquoi aucune bizarrerie. Pourquoi Abdoulatif Coulibaly? Pourquoi les nombreuses initiatives, toutes ces politiques que vous brandissez en tant que pouvoir, que vous dites dédiées à l'emploi des jeunes, n'ont pas réussi à empêcher une reprise du phénomène de l'immigration clandestine? Si vous procédez ainsi, vous risquez de ne pas comprendre. Le problème de l'employabilité des jeunes n'est pas un phénomène qui se traite en 6 mois, n'est pas un problème qui se traite en 10 ans. C'est une question fondamentale de repositionnement économique dans notre pays et de repenser fondamentalement les mécanismes de production chez nous.
Alors, si vous pensez, parce qu'on a pris une politique, les effets seront immédiats, c'est une erreur. Une politique ne déploie pas ses effets immédiats. Il faut un temps pour le faire. Cette question qui est liée à l'immigration des jeunes, ça tient à plusieurs facteurs à la fois. C'est le profil de l'économie que nous avons, où vous avez 70% des jeunes qui demandent, ou 64% précisément, de l'emploi, n'ont pas effectivement des capacités de faire un emploi, sinon que des emplois subalternes. Il faut réorienter ça, faire en sorte que cette employabilité soit une évidence dans le pays. Ça ne prend pas 2 ans pour le faire, ça ne prend pas 3 ans pour le faire. Nous sommes dans les environs d'une vingtaine d'années, d'une trentaine d'années, parce qu'il s'agit de reconfigurer totalement le système de production et de formation dans notre pays. Pas évident, mais les programmes sont là, on les déploie. Leur effectivité et le déploiement dans le temps, ce n'est pas parce qu'on veut le faire aujourd'hui que ça va s'opérer. Évidemment. Ça, au moins, on le comprend. Pourquoi le président de la République, il a promis lors de la dernière campagne électorale pour la présidentielle 1 million d'emplois pourtant? Vous parlez d'effets qui ne sont pas forcément immédiats. 750 000 emplois, directs, indirects, ont été créés pendant le septennat qu'il a fait. Aujourd'hui, nous sommes à peine à 1 an et demi du mandat qu'il a eu, deuxième mandat. Vous voulez tout de suite qu'on décline les effets? On n'a pas une évaluation détaillée de ces 750 000 emplois. Vous ne l'avez pas, vous. On ne l'a pas. Vous ne l'avez pas lu. Et c'est dommage. C'est écrit où? C'est écrit où? Mais il y a un document qui a été produit par le ministère du Travail du Sénégal, qui a été présenté en Conseil des ministres, dit dans la presse partout. C'est dommage que le Conseil des ministres toujours. Hein. Mais c'est l'instance suprême où le gouvernement décide. Vous moquez du Conseil des ministres, c'est quand même grave. Je ne me moque pas du Conseil des ministres. Pas, mais si vous moquez vous évoquez toujours le Conseil des ministres. On parle de communication publique large. Qu'est-ce qu'une communication publique? C'est quoi? D'abord, on parle d'information publique. Ça n'existe pas, la communication publique telle que vous voulez définir. Le gouvernement donne des informations, il faut le savoir. L'information publique, elle est organisée, on la diffère. La cosmétique autour de ces communications, autour de l'information publique, ça c'est de la com. Nous ne sommes pas toujours ici pour faire de la com, mais pour donner les informations publiques. Quand vous allez aujourd'hui dans toutes les études qui ont été réalisées, à la fois par le gouvernement et par des organismes indépendants, vous saurez quelle est la situation de l'emploi au Sénégal. Il y a un faux document que des gens ont pris, qu'ils ont fait circuler, qui est un fake news de façon absolue, sur lequel le ministère du Travail est revenu en donnant les statistiques normales et en convoquant même des statistiques faites par des organisations internationales. Mais si vous n'avez pas lu tout ça, évidemment, vous pouvez poser les questions que vous posez. Non, je suis désolé, Abdoulatif Coulibaly. Je suis certain que vous ne l'avez pas lu. Non, je suis désolé, mais vous ne répondez pas tout à fait. Quand on vous pose des questions, répondez directement, s'il vous plaît. Pourquoi c'est moi qui réponds de la façon dont j'entends répondre? Oui, mais vous renvoyez toujours des questions. J'ai dit ce document de l'OIT, allusion à ce document de l'OIT, justement. Ce document de l'OIT auquel vous faites allusion. D'accord. C'est un faux document. Dites-nous ici, dans cette émission, quels sont les chiffres réels? Mais je vous l'ai dit, 750 000 emplois. 750 000. On n'atteint pas un objectif à 100%. Si on l'atteint à 90%, c'est atteint l'objectif. Ou bien vous ne savez pas ça? Ben alors, ça, c'est grave quand même. Abdoulatif Coulibaly, la suite de cette émission, le gouvernement du 1er novembre, qui a été annoncé au moment donc où des centaines de jeunes Sénégalais bravent les aléas de la mer pour rejoindre l'Europe, cette équipe gouvernementale retouchée, remaniement léger, c'est pour, dites-vous, justement répondre à ces questions. On se demande ce qui change quand on voit ces 5 nouveaux ministres qui entrent, quand on constate également que la majorité des membres de ce gouvernement sont de l'équipe sortante et qu'ils gardent presque tous les mêmes fonctions. Ça va changer quoi comparé à l'équipe précédente et par rapport aux 8 ans que Macky Sall a déjà passé à la présidence de la République? Avocat, je sais que vous aimez bien les faits. Le gouvernement n'a jamais dit que le gouvernement qui a été changé, c'est pour faire face à la situation des jeunes qui bravent la mer. C'est pas exact. Je suis d'autant plus placé pour le dire que le soir même où ces décisions ont été prises, le gouvernement dissous, c'est moi-même que le président de la République a appelé en me demandant d'aller commenter à la télévision nationale ce qui a été dit. Voilà ce qui a été dit. Je le répète d'abord. Après avoir observé le travail du gouvernement, j'ai décidé de dissoudre. Ce n'est pas parce que je ne fais pas confiance à mon équipe. C'est parce qu'il arrive
dans la dialectique des choses que des changements s'imposent. Et ces changements se justifient par la volonté que j'ai d'engager davantage un travail en vue de faire face à plusieurs priorités dans le pays. Et on les décline, ces priorités-là. Entre autres, au problème de la jeunesse, à l'emploi des femmes, à la santé. Voilà les raisons pour lesquelles le président a dit qu'il dissout le gouvernement. Ceci dit, les jeunes qui bravent l'océan et partent. Ce n'est pas que par la mer. Avant-hier, on a rapatrié plus de 250 jeunes de Dakhla. Ils partaient par la route. Il faut qu'on soit plus rigoureux dans l'analyse des faits et dans la convocation des faits qui nous permet de faire nos analyses. Depuis longtemps et depuis toujours, les jeunes ont quitté le Sénégal pour partir. Vous les voyez partir par des moyens légaux ou vous les voyez partir par des moyens illégaux. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles... Cette nouvelle vague via les pirogues, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Oui, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Ça fait longtemps que ça a cessé. C'est parce que ça a recommencé. Ça veut dire qu'il y a eu, à un moment donné, une période de répit où on ne le voyait plus. Et ça, vous ne le dites pas. Ça fait quand même 8 ans, ou plus de 8 ans, qu'on ne voyait plus ce phénomène. Et il y a des raisons qui l'expliquent. Entre autres, l'envie d'aller ailleurs, d'améliorer sa situation en pensant justement qu'en y allant, on va y arriver. Mais au-delà de l'envie, il y a également quelque part une certaine mentalité liée au fait que l'AR appelle souvent les jeunes. Ce n'est pas simplement les jeunes désœuvrés. Il y a des jeunes qui ont le bac, qui ont la possibilité de faire les études au Sénégal, mais qui vont chercher ailleurs. Il peut arriver dans la vie de quelqu'un qu'il veuille partir. Il peut arriver qu'il y ait des contraintes qui font qu'il parte. Tout ça s'explique. Et c'est tout. Mais ce n'est pas un élément qui explique. C'est des raisons économiques. Voyez-vous, Babacar, on est tous tristes de voir un père de famille embarqué dans une pirogue, un enfant de 15 ans, qui doit être protégé, faire l'éducation. On l'embarque comme ça. Ça vous interpelle en tant qu'autorité? Mais ça interpelle toute la nation. Au premier chef, ça interpelle au premier chef le père de famille qui l'a fait. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs... Je parle global, ces vagues... Je parle à la fois de global et de cas spécifiques. Parce que la globalité induit en erreur toujours. Il faut que nous parlions de cas spécifiques pour mieux comprendre pour vous, ce qui se passe, la globalité dans laquelle ça ne signifie pas forcément l'échec des politiques publiques mises en place depuis des années pour donner de la subsistance aux jeunes Sénégalais. Ça signifie le processus de recherche d'un profil économique difficile pour un pays en voie de développement, difficile pour tous les pays en voie de développement et même pour les pays développés. Le taux de jeunes qui quittent la France pour aller en Angleterre, pour aller en Allemagne, pour aller aux États-Unis, pour aller au Canada est exceptionnellement élevé. Ce n'est pas simplement dans nos pays sous-développés. Loin d'être comparable à ce qui se passe ici. Malheureusement, puisque l'Europe a fermé ses frontières à tout le monde, ces phénomènes étaient constatés largement dans les années 70. J'étais moi à l'université à l'époque. Mais à l'époque, nous avions des visas et on y allait tranquillement. Mais maintenant, on ne l'a plus. Plus les autres se ferment sur eux-mêmes, plus les autres rendent la situation difficile pour l'ensemble des pays du monde, et je comprends même pour des raisons internes qu'ils le fassent, mais il y a des conséquences chez nous. Et de but en blanc, dire simplement qu'il y a l'échec des politiques publiques, et c'est ça qui explique ça, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il y a des questions sur lesquelles les politiques publiques ont réussi, et ça n'empêche pas les jeunes d'aller, de partir. Vous savez, ces analyses radicales de type « c'est l'échec », on ne peut pas le dire, Babacar. Moi, quand j'allais au lycée, dans les années 70, vous savez, il y avait combien de lycées au Sénégal? Il y en avait 9. Il y a combien de lycées au Sénégal aujourd'hui? Je n'ai jamais pensé un instant de ma vie qu'une université installait un campus chez moi à Sokone. Jamais. Ce n'est pas un échec total. Il y a des difficultés dans certains domaines. Il y a des avancées majeures. C'est la vérité. Il y a combien d'universités au Sénégal aujourd'hui? Il y en a 6 à peu près. Sans compter les instituts supérieurs de formation professionnelle. Sans compter les grands collèges, les instituts. Et quelles conditions dans ces universités? C'est un autre débat. Mais là, vous posez un autre problème. Je vous dis, il n'y a pas d'échec fondamental. Il y a des difficultés et on les reconnaît. Mais si on n'est pas toujours à même, du point de vue de l'analyse, de faire le départ à ce qu'on peut appeler un échec et des difficultés liées à des conditions particulières d'un pays sous-développé, on n'y est pas.
La question c'était ce gouvernement remanié légèrement, ça change quoi dans la vie des Sénégalais? Mais le problème, ce n'est pas en termes de gouvernement qui change ou qui ne change pas de 2 ou de 5. Pourquoi changer le gouvernement alors, Abdoulatif Coulibaly? Quand on change le gouvernement, on veut que... Je vous ai expliqué de façon très claire ce pourquoi le gouvernement a été changé. Et le président l'a dit, il a expliqué, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais vous n'avez pas voulu entendre, évidemment. C'est ces nouvelles entrées, ces nouvelles arrivées dans le gouvernement, Oumar Sarr, ex-PDS, leader du PLD, nouveau parti. Et de façon plus globale, le ralliement d'opposants au pouvoir, la nomination d'Idrissa Seck à la présidence du Conseil économique, social et environnemental, l'étonnement d'une importante partie de l'opinion qui ne croit pas en l'argument de la relance économique qui justifie donc pour vous ce recrutement de personnalités de l'opposition. Alors quelles sont les autres visées de Macky Sall dans sa démarche? Donc je voudrais vous donner une réponse en 3 temps. Si vous permettez, c'est une question importante que vous avez posée. D'emblée, je vous réponds en disant ce qui s'est passé est une tradition au Sénégal. Ce n'est absolument pas du tout une nouveauté. C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques principales du système politique sénégalais et l'une des références principales par laquelle on adresse la question au Sénégal de la démocratie. Je vais vous dire, en 1946, et permettez-moi de répondre, Léopold Sédar Senghor et Lamine Gueye sont colistiers. Lamine Gueye est là, Senghor se détache en 1948 et fait son parti, le BDS. Les socialistes unitaires, à la tête desquels se trouvent Obey Diop, Abdoulaye Fofana, quittent la SFIO et retrouvent Léopold Sédar Senghor au congrès de Rialto. Lamine Gueye isolé, il reste un bon bout de temps dans l'opposition à Senghor et il le rejoint. C'est à partir du moment où il l'a rejoint qu'ils ont construit l'arrivée de l'indépendance au Sénégal et qu'ils ont fonctionné dans un triumvirat, je dirais, Lamine Gueye, Mamadou Dia et Léopold Sédar Senghor. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ensuite le PRA Sénégal, qui est venu rejoindre avec la bande d'Abdoulaye Ly, Tchernoba et autres. Ils ont rejoint. Et Lamine Gueye a rejoint Senghor, ils ont constitué le BPS. C'est une tradition estampillée démocratie sénégalaise. C'est peut-être, je n'ai pas fait l'étude pour le savoir, mais je peux l'imaginer, l'une des raisons fondamentales qui font que nous n'avons jamais eu dans ce pays des contradictions exacerbées au point de remettre en cause la construction nationale et l'unité nationale. Je le suppose, je viens encore. Venons dans une époque plus récente. En 1991, 7 avril 1991, Abdoulaye Wade, qui était dans une position radicale, rejoint Abdou Diouf. Je me souviens, la LD restait dehors, plus avec d'autres partis. Elle n'avait pas manqué, ces formations qui n'avaient pas rejoint, de critiquer vertement Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. J'entends mot pour mot les mêmes raisons que Mamadou Ndoye donnait pour expliquer le fait qu'il vienne le 2 juin 1993 dans le gouvernement. Il reprend mot pour mot autrement ce que Idriss Seck dit aujourd'hui. Mot pour mot. J'ai lu l'une de ces interviews. La LD en 91 n'a pas rejoint, le PIT était dedans. 93, la LD vient. C'est parce qu'elle était là, et heureusement que probablement l'histoire de médecine extrêmement grave a pu trouver quelque part des solutions qui ont peut-être évité au Sénégal le pire, même si un magistrat est mort. Et ça s'est passé dans ces conditions-là. Dans ces conditions, je crois franchement et honnêtement qu'il y a quand même quelque chose de vertueux dans ça, quelque part. Parce que si on suit votre raisonnement, ça voudrait dire que l'opposition sénégalaise a été la plus nulle d'Afrique. Mais c'est la seule qui a réussi, dans des conditions pacifiques, une alternance politique par 2 fois. Quelle est donc la nullité de cette opposition-là qui se retrouve à des moments donnés, précis, avec le pouvoir, pour négocier des choses qui sont importantes et en vue de pacifier le pays et de mieux travailler. Si nous avons eu le code consensuel dont on parle aujourd'hui, et qui est tant chanté d'ailleurs... Ce qui a fait votre raisonnement, Abdoulatif Coulibaly, ce qui a fait votre raisonnement, c'est la comparaison qui n'est pas forcément la bonne comparaison. Vous parlez de crise, vous parlez de tension. On n'en est pas là aujourd'hui en 2020. Je ne compare pas. Je vous explique ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui est à la lumière de l'histoire. Qu'est-ce qu'on dit? L'avenir se construit à la lumière de l'histoire, du présent et du passé.
C'est ça que je vous explique. Toute analyse, je veux dire, qui est une démarche dialectique et qui est une démarche intelligente par rapport aux faits qu'on analyse, et à la fois du passé, du présent, et les perspectives se décident. Oui, d'accord. Voilà. Mais franchement, Abdoulatif Coulibaly... Je sais que vous êtes gêné parce que c'est une analyse. Oui. Vous aimez toujours dire des raccourcis, laissez-moi poser raccourcis et des généralités et des globalités. Dans lesquelles on ne comprend rien du tout. Pourquoi votre analyse, elle est défaillante? Parce que le principal concerné dans cette affaire, Idrissa Seck, lui-même dit qu'il discute avec Macky Sall depuis 15 mois. Alors, que ça change ça change quoi? Ça change que durant ces 15 mois, le pays ne vit pas une crise profonde qui justifierait des compromis et compromissions entre pouvoir et opposition. Mais qui vous a dit que c'est des crises profondes qui justifient? J'ai jamais dit ça, moi. Sur 93, vous évoquez l'assassinat de Maître Sy qui a rapproché les uns et les autres pour trouver une issue pacifique à la situation de l'époque. C'est faux. J'ai dit la LD en 93 a rejoint, et si l'affaire Maître Sy a été pacifiée, qu'Abdoulaye Wade est arrivé en 95 dans le gouvernement, entre autres, c'est sans aucun doute sa participation dans le gouvernement. Pourquoi vous déformez ce que je dis? Je n'ai pas dit ce que vous avez dit. Je vous ai expliqué le processus par lequel on est arrivé à ça. Et j'ai conclu en disant, la conclusion à laquelle vous avez abouti en disant, cela traduit la vacuité de l'opposition sénégalaise et du pouvoir politique. Je dis pas tant que ça. Parce qu'on a engrangé des résultats probants par rapport à la démocratie. Et la manifestation la plus spectaculaire, c'est l'alternance de 2000 et l'alternance de 2012. Voilà ce que j'ai dit. Que vaut maintenant la parole des politiques à nouveau discrédités? Idrissa Seck qui était en antagonisme quasi radical avec Macky Sall et qui avait décidé qu'il n'occupera plus jamais des fonctions par décret. Vous en pensez quoi? Vous attendez d'inviter Idrissa Seck pour lui demander ça. Vous-même, Abdoulatif Coulibaly, parliez d'Idrissa Seck en 2015 en ces termes. Idrissa Seck entretient un rapport très problématique avec le travail. De deux choses l'une, il a eu le sentiment qu'on lui a volé quelque chose, ou le sentiment qu'il devait nécessairement être là où nous sommes. Dans l'un ou l'autre cas, c'est un défaut terrible et ça pose un problème pour la crédibilité de l'homme lui-même, mais aussi dans son rapport à la société et à la communauté. C'est ce que vous pensez toujours d'Idrissa Seck? D'abord, je vous dis, ce que je dis hier dans mes écrits, je les confirme aujourd'hui devant vous. Je ne retire pas un mot de ce que j'ai dit. D'abord, ce n'est pas moi qui ai mis Idrissa Seck dans le gouvernement. Il faut le savoir, au moins. J'ai pas dit ça. J'ai dit, est-ce que vous pensez toujours la même chose à son propos? Si c'est moi qui devais le mettre dans le gouvernement, vous m'auriez posé la question, ça aurait eu un sens. C'est pas moi. Je le dis. Mais c'est pas parce que c'est pas moi que je ne soutiens pas ce qui est fait aujourd'hui. Non, du tout, ça n'a rien à voir. Êtes-vous cohérent mais alors? Si vous me demandez par rapport à mes analyses, vous pensez que je ne suis pas cohérent? Est-ce que vous pensez que tous les gens qui sont à des niveaux de responsabilité ont toutes les qualités pour le faire? Vous le pensez-vous? Ou ils ont toutes les vertus pour être là où ils sont? Mais non. Mais il n'empêche qu'ils sont là. Probablement, il y a des gens qui sont plus méritants que vous d'être ici, et des gens plus méritants que moi pour être secrétaire général du gouvernement. Mais c'est vous qui êtes là, et c'est moi qui suis là. Vous pensez toujours la même chose de lui? Mais je vous dis, je ne retire pas un mot de ce que j'ai écrit. Vous voulez que je vous le dise autrement? Ou comment? Macky Sall va-t-il faire d'Idrissa Seck son dauphin, Abdoulatif Coulibaly? Comme le pensent certains. Les spéculations, ça franchement, c'est pas mon fort. Quand j'étais journaliste, j'ai parlé des faits. Pas de spéculer comme ça. Vous avez fait plusieurs analyses dans cette émission. Oui, mais je n'ai pas analysé ça. Voilà. Parce que pas une analyse, c'est une spéculation. Macky Sall pense-t-il se représenter à la présidentielle? Vous savez, quand j'ai appris quelque chose en journaliste, vous l'avez certainement appris aussi. Le journaliste a la liberté de poser des questions qu'il veut et l'interlocuteur le droit de refuser de répondre. Je ne réponds pas à cette question. Où est passé le courageux Latif Coulibaly, tant choyé justement par ses jeunes confrères? Que je ne suis pas courageux, d'autres Sénégalais pensent le contraire. Quelle est votre opinion sur le débat sur le 3e mandat? Vous pensez être plus malin que moi, j'ai beaucoup plus d'expérience que vous pour ne pas répondre à votre question. Le livre de Thierno Alassane Sall, le protocole de l'Élysée, confidence d'un ancien ministre sénégalais du pétrole, de graves accusations de corruption sur l'attribution de licences de pétrole et de gaz, dans lesquelles le président de la République du Sénégal, son frère Kadé Aliou Sall et d'autres personnalités
d'anciens ministres sont cités. Le président Macky Sall n'a jamais réagi à ces accusations très graves contenues dans ce livre écrit par son ancien ministre. Pourquoi? Vous savez, moi je vous dis une chose. Ce que je pense de Thierno Alain Sall, j'ai développé dans 7 pages dans mon dernier ouvrage. Je l'ai dit, je répète. J'ai dit en résumé ceci. Il est très facile d'accuser. Je vais vous donner un exemple type. On a donné à Total un bloc qu'on aurait pu et dû réserver aux générations futures pour qu'ils l'exploitent. Supposément qu'il y a du pétrole dans ce bloc. Total est à son premier forage, rien n'a été trouvé. Ils ont dépensé plus de 50 millions d'euros. Rien n'a été trouvé. Donc, tout ce qui était supposé en arrière, dire qu'il y a un bloc de pétrole, on sait à peu près qu'il y a du pétrole, qui aurait justifié qu'il y ait de la corruption sur la base, tombe de lui-même. Tombe de lui-même. Parce que l'exploration pétrolière, il n'y a aucune garantie. Où mettez votre argent? Ils ont perdu de l'argent, et d'autres en ont perdu d'ailleurs, et d'autres en perdront. Comment je peux à partir de là considérer que ça et ça? Vous savez, moi, mes idées, je les défends. Et je les défends par écrit. Et l'histoire reste. Je vous renvoie à la lecture de mon livre, c'est tout ce que je peux. Il n'y a pas que l'affaire Total évoquée par Thierno Alassane Sall. L'affaire Petro-Tim semble beaucoup plus grave. Je ne suis pas venu ici pour répondre à Thierno Alassane Sall. Je n'ai pas dit que vous répondez à Thierno Alassane Sall. Je vous pose des questions sur des écrits, qui concernent votre gouvernance, de graves accusations de corruption. Vous dites que c'est des accusations. Il n'en a apporté aucune preuve de ce qu'il dit. Il évoque des faits, des entretiens, des réunions, des rencontres. Si vous dites des choses, vous dites des faits, mais attester la preuve de poser ça, c'est ça la difficulté. Quand, par exemple, vous êtes le secrétaire général du gouvernement, c'est pas rien dans ce qu'il a raconté dans son livre. Quand des décrets ne sont pas complets, pas numérotés, et sur la base de ces décrets, on attribue des contrats, des contrats d'exploration de gisements de pétrole et de gaz, vous estimez que c'est pas grave? Il fait du formalisme auquel il ne comprend rien du tout. Il parle de formalisme, d'allégie, il ne comprend rien. Chacun dans ce qu'il sait faire dire. Il ne comprend rien à ça. Mais il vous bluffe parce que simplement c'est facile de vous bluffer. Vous voyez, vous vous accrochez à ces décrets là, parce que vous n'y comprenez rien. Il suffisait avant de venir à l'émission d'aller voir quelqu'un qui comprend, il vous aurait expliqué très bien ça. Quand on commandite une enquête auprès de l'IGE et que cette inspection générale d'État ne finit pas encore son travail, on signe des décrets d'approbation, signés Macky Sall. Quelle interprétation faut-il faire de ça? Franchement, il faut que vous compreniez une chose. Quand le président recommande, demande à l'IGE, c'est à titre informatif qu'il le fait. Il faut que vous sachiez ce document est à l'usage exclusif du président de la République. L'IGE a un travail remarquable qu'il fait. Il n'a pas le droit de faire n'importe quoi, le président de la République, parce que l'IGE conclut que Petro-Tim n'avait ni les capacités financières et techniques pour être attributaire de ses licences. C'est un choix. Oui, c'est un choix et je vous explique. Il aurait été plus complexe et plus compliqué pour l'État du Sénégal de refuser, pas d'approuver, parce qu'ils ont été déjà signés et quasiment approuvés. Simplement le décret d'approbation qui a été engagé, au moment où le pouvoir changeait de main, n'a pas été enregistré. Il fallait reprendre la procédure. Donc Babacar, il était plus logique, plus cohérent de signer et d'approuver que de refuser. Pourquoi? Nous aurions eu sur le dos plus de 3 contentieux devant les tribunaux. Nous n'étions pas sûrs de le gagner. Troisièmement, nous étions en train de payer une dette pour résiliation de contrats miniers de l'ordre de 75 milliards de francs CFA. Il faut le savoir. Quand vous arrivez au pouvoir, vous êtes en face de vous avec des risques énormes d'être encore condamné, de payer encore probablement 100 milliards de francs CFA. Je vous rappelle que Franck Timis, dont on parle... Si on reste sur les mathématiques, Latif Coulibaly, Franck Timis a revendu ses actifs à Cosmos à 200 milliards de francs CFA. Pourquoi l'État du Sénégal, qui n'a pas préempté ces actifs-là, pour gagner, s'il faut payer 100 milliards, gagner 200 milliards, payer les 100 milliards? Vous ne voulez pas écouter mon raisonnement. Ça vous aurait permis de comprendre. Simplement. Quand vous dites on aurait dû signer, on n'aurait pas dû approuver, je vous démontre par A ou B qu'il était plus simple pour lui, d'approuver, d'éviter un contentieux éventuel, et même, heureusement qu'il a signé. Parce que s'il n'avait pas signé, qu'est-ce qui serait passé? Le bloc aurait été en contentieux
probablement aucune compagnie n'aurait repris ce bloc-là. Qu'est-ce qui serait advenu aujourd'hui? On n'aurait pas découvert du gaz ou du gaz. Voilà la réalité des choses. Il a signé, on a découvert du gaz. Et si on n'avait pas signé, la partie à l'ouest, si elle avait signé, qu'est-ce qui serait passé? Vous savez, les bassins sont communicants. Quand ils signent, c'est quoi? Ils commencent à exploiter avant nous. Ils pompent le gaz chez nous. C'est aussi simple que ça. La main de Dieu a fait que le président a signé et a approuvé. Ne l'aurait-il pas fait, nous aurions sans aucun doute perdu. Parce que le gaz est à cheval sur les deux pays. Le loi du Yakoula. Pourquoi, si Thierno Alassane Sall ne dit pas la vérité dans son livre, je rappelle, ce sont des écrits très graves. Pourquoi lui il accuse amène des preuves. Il les publie dans son document. Vu la gravité des accusations, pourquoi les personnalités, au premier chef, le président public, cité dans ces transactions, pourquoi vous ne donnez pas de suite à ces écrits-là? Mais franchement, vous avez une obsession. Vous avez une obsession du président de la République. Peut-être oui. Oui, mais pourquoi? Mais parce qu'il est cité dans ce livre dans des accusations très graves. Vous voulez que je fasse quoi? Quand il a fait avant, non seulement, à l'époque, le premier ministre du Sénégal a pris la parole, a dit toute la vérité qui était à la disposition du gouvernement sénégalais. Moi-même, j'ai consacré plus d'une quinzaine de pages à ces questions dans mon ouvrage, publié même dans une revue internationale. Moi-même et d'autres dans le gouvernement sénégalais. Mais pourquoi vous pensez qu'à chaque fois qu'il y a une question qui se pose, le président doit sortir pour parler? Je ne dis pas qu'il parle. Donner des suites judiciaires à des accusations aussi graves. Pourquoi vous ne le faites pas? Est-ce que vous avez vu le président faire des suites judiciaires depuis qu'il est là? Donner des suites judiciaires à tous les gens qui le calomnient et l'accusent. Il est plus grand que ça. C'est pas un raccourci ça, Latif Coulibaly. C'est vous qui faites des accusations. Parce que quand on accuse de corruption... Le problème que tu as, et c'est vrai, c'est vraiment le manque de fond dans ce que tu dis. Parce que si tu avais le fond de ces choses-là, tu n'aurais pas posé les questions telles que tu les poses. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est une stratégie de notoriété publique, stratégie de Latif Coulibaly. À chaque fois qu'il passe dans nos émissions, on est très content de vous recevoir. Si ce que vous dites est vrai, pourquoi vous m'invitez? Moi, je ne m'invite jamais dans les médias. Mais bien sûr. J'attends toujours qu'on m'invite. Mais je ne pense pas. Je répète la question. Je répète la question. Je répète la question. Face à des accusations aussi graves dans un pays normal, soit le président il est poursuivi ou il poursuit la personne qui fait ces accusations très graves. Quelles sont les suites que vous allez donner aux accusations de Thierno Alassane Sall dans ce livre sur les contrats pétroliers et gaziers? Franchement, pose-moi d'autres questions. Ça, vraiment, je n'ai intérêt à répondre par rapport à ça. Parce que ça ne sert à rien du tout. Les gens qui nous écoutent, ce n'est pas le problème, ça. On reparle de la prise de parole de Macky Sall au Forum de la paix de Paris cette semaine. Sur la question sur l'islamophobie, le chef de l'État sénégalais appelle le président de France, Emmanuel Macron, à considérer qu'il faut plus de tolérance sur les différences. Certains applaudissent, d'autres estiment en revanche que cela a été vague comme position face aux propos de Macron qui dit que la France ne va pas abandonner les caricatures du prophète Mohammed. Mais que les autres qui applaudissent, ils ont des raisons pour applaudir. Les autres qui considèrent qu'il ne va pas aussi loin, ils ont des raisons. C'est ça la démocratie aussi. Et on est dans un pays démocratique. Je ne veux pas critiquer ceux qui disent qu'il ne veut pas aller loin. Non, ce n'est pas mon rôle. Voilà. Moi, je trouve personnellement qu'il est allé là où il fallait aller. Et jusqu'au bout de la question. Parce que Macky Sall n'est pas dans une arène diplomatique mondiale. Macky Sall est dans une arène qui a des règles, des convenances et des comportements à faire observer. Donc je suis parfaitement en accord avec ce qu'il a dit. Et je pense qu'il est allé aussi loin qu'un chef d'État qui respecte les usages, les coutumes dans la diplomatie font. Voilà. Macky Sall face à l'avenir. Surtout sur le plan politique. Ces personnes qui ont été... Si j'avais les possibilités, je vous trouverai une audience avec lui et une interview. Et alors, moi, je pas Macky Sall. On va commenter un peu ces sorties de personnalités du gouvernement. On va les citer toutes peut-être, ces personnalités. Amadou Ba, Matar Cissé, Aly Ngouille Ndiaye,
Oumar Youm. On va ajouter Mimi Touré, qui a été limogé de la présidence du Conseil économique, social et environnemental. Vous en perdez pas un peu peut-être du poids un peu politique? En tout cas, jusqu'à plus ample informé, il n'y en a pas parmi ces personnes quelqu'un qui dit avoir quitté la paix et le président de la République. Je ne l'ai pas entendu. Pas du tout, pas encore. Donc, je ne vois pas en quoi on perd. Ce n'est pas parce que quelqu'un a quitté le gouvernement qu'il faille en conclure qu'il nous a quittés. Pourquoi? Moi, j'ai quitté le gouvernement pendant 2 ans, je suis revenu dans le gouvernement. Pendant 2 ans d'ailleurs. Mais je n'ai jamais quitté, moi. Je suis là. C'est étonnant, ça n'arrive que dans les pays sous-développés comme chez nous. Dès que quelqu'un sort du gouvernement, on le considère comme un ennemi du pouvoir. Ce n'est pas ce que j'ai entendu de la bouche d'Aly Ngouille Ndiaye. Ce n'est pas ce que j'ai entendu de Amadou Ba. Ce n'est pas non plus ce que j'ai entendu de Youm. Vous ne citez pas Aminata Touré. Il est vrai, non, j'ai vu Aminata Touré. Il est vrai qu'Aminata Touré est parti. Vous les journalistes, vous avez relevé qu'il n'a pas mentionné une seule fois le nom de Macky Sall. C'est son droit le plus absolu. Comment vous prenez ça à la présidence par rapport à ça. Si moi je ne suis plus à la présidence, je suis au secrétaire général du gouvernement. Vous l'oubliez? Non, je ne suis pas à la présidence, je suis au secrétaire général du gouvernement. Il faut attendre que quelqu'un de la présidence vienne pour que vous lui posiez la question. Quelle interprétation faut-il faire de ce discours d'Aminata Touré, son discours de départ du CES, qui ne cite pas le président de la République? Je crois que c'est Aragon qui disait, de 2 interprétations d'un phénomène d'une chose, je préfère toujours avoir l'interprétation la plus positive possible. Je l'interprète positivement. Et si demain, toutes ces personnes limogées se retrouvent face à vous On avisera demain. Demain n'est pas encore aujourd'hui. Ils vous font pas peur? Ils vous font pas peur? Si vous avez peur en politique, il ne faut pas vous y engager. La politique est un vrai combat. Un combat d'idées, un combat d'idéal, une détermination et le courage. Si vous ne l'avez pas, quittez l'arène politique. Abdou Latif Coulibaly, natif de Sokone, vous aimez bien citer votre fief. Prochaine élection au Sénégal, les territoriales. Vous vous intéressez toujours à la mairie de votre ville, Sokone. Vous serez candidat? D'abord, ce n'est pas moi qui suis candidat, c'est mon parti qui cherche un candidat. En coalition pour être précis, peut-être. En tout cas, la majorité à laquelle j'appartiens. Si je suis désigné, je l'assumerai avec fierté. Et j'ai envie que je sois désigné. Vous comprenez? Si ma majorité me désigne comme candidat, j'en serai fier. Et j'ai envie que cela soit ainsi. Votre retour aux affaires, après la pause porte-parole de la présidence de la République, auriez-vous aimé être à la tête d'un ministère plein, un portefeuille, comme vous avez été à la culture? Les acteurs culturels ont réagi à cette émission. Ils disent que vous étiez un très bon ministre de la Culture. Est-ce que vous auriez aimé disposer d'un portefeuille plein pour peut-être montrer d'autres compétences? Je vous réponds de façon quelque peu triviale. Auriez-vous aimé être directeur général de Imédia? Je vous l'avoue, je lorgne le fauteuil de Bérandour, oui. Voilà, donc c'est normal que les gens aient cette ambition partout. Pourquoi vous en avez et que les autres n'en auraient pas? Voilà, c'est ça. La vie, l'être humain est fait d'ambition, de projets. Et c'est normal. Je ne vous le reprocherai pas. Est-ce que... Je ne fais pas partie de ceux qui reprochent aux autres d'avoir des ambitions. Les ambitions, elles sont légitimes. Quand ce remaniement ministériel intervenu le 1er novembre a été annoncé, beaucoup s'attendaient à des changements beaucoup plus importants. À l'arrivée, léger remaniement. En termes quoi? En termes d'entrée et de sortie, surtout. En termes quantitatifs. Oui. Vous pensez que le quantitatif, c'est ça qui règle un problème? Non, je ne dis pas encore ça, je n'ai pas terminé la question. Est-ce que ça, c'était le schéma de Macky Sall, ce gouvernement-là? Pourquoi vous obstinez à croire que je peux vous répondre à la place de Macky Sall? Ça m'étonne quand même. Y aura-t-il d'autres ralliements, Malick Gakou, d'autres qui taperaient à la porte de la coalition au pouvoir? C'est vrai que je suis fils de marabout, mais je n'ai jamais été un devin. Mon père était marabout reconnu, un homme de Dieu, mais il ne m'a pas appris ces sciences ésotériques. Je ne peux pas vous dire. Franchement, quoi. Je suis incapable de vous répondre. Voilà. C'est aussi simple que ça. La recomposition recomposition de l'opposition. Ouais. Vous et d'autres partis politiques travaillez
via le dialogue national et dans sa commission politique sur le statut de l'opposition et de son chef. Cette recomposition-là, parce qu'à vos heures perdues, vous êtes analyste aussi, au-delà de vos fonctions publiques, de vos charges publiques. Que je le fasse maintenant. Si alors, je le fais dans des bouquins. Alors, l'opposition, le chef de l'opposition, ce titre doit revenir à qui, à votre avis? Je pense que la question a été réglée par le dialogue national, sans aucun doute. Probablement, peut-être ces solutions seront avancées. Je ne connais pas le contenu, mais je pense que ça fait partie des consensus qui ont été retenus. Sinon, c'est une question réservée. Honnêtement, je ne saurais vous dire. Honnêtement, et si je suis honnête avec vous, je ne saurais vous dire. Mais il sera décidé de toutes les manières. Par qui de droit? Faut-il s'attendre à ce que Abdoulaye Wade, son fils Karim Wade, rejoigne le cercle du pouvoir, puisque Idriss Seck, de façon surprenante, vous a rejoint? En tout temps, je n'ai pas eu de pouvoir devin. On a parlé tout à l'heure, là, je vous ai dit que je ne suis pas un devin, je ne sais pas. Aimeriez-vous, je ne suis pas non plus mage. Aimeriez-vous voir Abdoulaye Wade, son fils et les autres vous rejoindre? Moi, je n'ai pas à vouloir ou à avoir non. Moi, je suis un acteur politique, un militant politique. J'ai un chef en termes politiques. Quand il élabore une politique, il la présente, j'y adhère. J'ai le droit de ne pas y adhérer. Si je n'y adhère pas, je sais ce qu'il faut faire. Je ne reste pas à l'intérieur et avoir ma grande gueule pour parler. Quelqu'un a dit, il s'est resté dans ma mémoire, un ministre, il ferme la gueule ou il parle. Le jour où je dois ouvrir la bouche pour dire quelque chose qui est contraire au fondement de notre politique, croyez bien que j'ai suffisamment de courage pour partir. Voilà. Abdou Latif Coulibaly, on aborde la question de l'éducation. Cette question que le gouvernement ne tranche pas. Ces écoles privées qui réclament des arriérés aux yeux des parents d'élèves non dus avant d'engager encore les élèves pour cette nouvelle année scolaire. Qu'en pensez-vous? Encore parfois, c'est très paradoxal dans notre pays. Vous voulez qu'on soit dans un régime de droit. Vous tous, moi. Un régime de droit où les droits de chacun sont respectés. Et par l'autorité suprême, c'est ça un état de droit. Vous voulez qu'un litige entre des individus, entre des partis, que le gouvernement s'élève d'autorité et les règle, dans un sens ou dans un autre. Alors que les tribunaux sont là s'il y a un conflit pour le régler. Le gouvernement pourrait intervenir autrement. Ce que le gouvernement a fait, c'est sa responsabilité du gouvernement. Il a aidé les écoles privées. Il a fait le maximum qu'il pouvait faire pour éviter des genres de situations pareilles. Le gouvernement a pris ses responsabilités. Maintenant, c'est aux parents d'élèves de prendre les leurs. Et le ministre de l'Éducation nationale leur a bien indiqué ce qu'il fallait faire. Du moins, si j'en crois, ce que les médias, y compris votre radio, a dit. Allez vers la justice. C'est ça qu'il a dit, non? En tout cas, j'ai entendu sur votre radio. Alors, et vous voulez que devant l'urgence pour les enfants de rejoindre l'école, on va laisser le temps de... Devant l'urgence, chaque parent d'élève... Le gouvernement, il dit non, réglez votre problème, c'est ça? Vous pensez devant l'urgence de quelqu'un qui est sorti de son logement, il n'a pas où dormir, le gouvernement va le régler. Mais c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Ce n'est pas parce qu'il met en jeu l'avenir des enfants, mais des gens qui sont expulsés de le logement. Il y a une urgence, ils dorment à la belle étoile. Pour autant, le gouvernement va se lever avec le procureur. J'ai bien peur que votre comparaison ne soit malheureuse aux yeux de nos auditeurs. Parce que simplement, vous y allez sans état d'âme là. Hein. Non, c'est pas exact ce que vous dites. Il y a des pays où on fait des expulsions de masse. Parce qu'il y a des différences sur le loyer. Pour autant, l'État ne se lève pas pour dire l'État peut légiférer dans des cas précis. Et la législation est respectée. Dans le cas où on fait une rétention des notes, on ne donne pas les notes, où les parents d'élèves sont là face à un mur des écoles privées, mais c'est d'abord aux parents d'élèves d'agir et d'utiliser les voies de droit. Nous sommes dans un état de droit. Je n'exclus plus la possibilité que le gouvernement aide à régler les questions, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Merci Abdou Latif Coulibaly d'être passé devant le grand jury d'RFM. Je rappelle, vous êtes le ministre secrétaire général du gouvernement. Merci à Abdou et Yaya. Merci à Magui, Digital. Restez avec nous, les programmes continuent. Le grand jury revient la semaine prochaine.
kan hamad rayitin